Bonjour et bienvenue à vous qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné. Et aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de La jeune fille à l'aiguille, réalisé par Magnus von Horn. C'est bien ça? C'est bien, je crois. Très bien, c'est son 3e long métrage. C'est ça. Je crois que c'était passé à Cannes, si je me souviens bien. Et ça sort que, enfin Cannes de l'année dernière, et ça sort que maintenant, entre guillemets. C'est ça. Donc. Il n'avait pas eu de prix? Non. Non, il avait Sinon, pas eu de prix. on l'aurait vu en gros au début du générique, je pense. Et donc aujourd'hui Voilà. nous sommes ici pour vous parler d'un bon film. Oui, Enfin, c'est peut-être. Mais avant ça, les petites recos de la semaine, des films qu'on a vus. Donc, Thomas, je te laisse commencer. Oui. Alors oui, Marocco, c'est un film que je n'ai pas vu, mais ça peut être quand même intéressant d'aller le mater. C'est le film Fanon, qui est sorti la semaine dernière, qui est un film qui est assez important, parce qu'il y a très très peu de films ou de biopics qui sont faits sur des penseurs ou des théoriciens un peu de la gauche radicale comme ça. Et donc il y a un biopic assez classique de ce qu'on m'a dit, qui est sorti sur Fanon la semaine dernière, mais qui a été assez mal distribué. Il est sorti que en 70 copies en France, ce qui est très 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 peu pour un film comme ça qui est pas autorisant ou radical, expérimental formellement. Et si je vous en parle, c'est parce que pour cette deuxième semaine, il a vraiment mieux marché que prévu, et du coup il a gratté 37 écrans en plus. Il y a 37 copies supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc techniquement, il y a des cinémas qui diffusent Fanon pour la première fois ce 9 avril, là où on tourne la vidéo, cette semaine. Donc voilà, il paraît que c'est pas le plus grand film de l'année, mais de ce que j'ai compris, c'est un film plutôt classique, plutôt intéressant à regarder, et qui a l'air d'être une très bonne introduction aux idées antiracistes qu'a développé Fanon en Algérie dans les années 40 et 50. Voilà. Donc moi je vais le rattraper, mais si vous pouvez, allez-y, ça a l'air quand même assez cool et assez passionnant. Eh bien, quant à moi, je voulais vous parler de Jeunesse les Tourments, le dernier film du documentariste chinois Wang Bing. C'est le deuxième volet de sa trilogie consacrée à la jeunesse chinoise. Le premier, c'était Jeunesse le printemps. La troisième partie arrivera début juillet. Et dans ce volet, Wang Bing suit des jeunes travailleurs dans des ateliers de textile dans une région industrielle de Chine. Il filme leur quotidien et s'intéresse à savoir comment l'humain s'adapte à des conditions de vie et de travail inhumaines, avec peu d'accès à l'eau, pas de lumière du jour, on perd même la notion du temps par moment, avec en plus le bruit constant des machines qui résonnent toute la journée dans la tête des travailleurs. Les ateliers et les logements des travailleurs ressemblent vraiment à des prisons et sont filmés aussi comme des prisons. Et à travers ce long documentaire qui dure à peu près 3h40 et des plans extrêmement longs, peu à peu on voit ces jeunes qui commencent à se transformer en véritables machines à travers la vitesse et la répétition des mouvements, dans leurs gestes, dans leur cadence de travail, mais aussi dans leur manière de parler. À plusieurs moments, Wang Bing va capter de façon assez naturelle et spontanée des témoignages de jeunes qui racontent des événements très violents, mais de façon très calme, ce qui offre un contraste assez glaçant et fascinant aussi. Mais Wang Bing montre aussi la solidarité entre tous ces jeunes qui sont prisonniers d'un système qui les exploite. Voilà, le film est assez long, il dure 3h40, mais il est bouleversant, effrayant, donc je vous encourage fortement à aller le voir. Jeunesse les Tourments, réalisé par Wang Bing. Voilà pour nos petites recommandations. Juste avant de commencer la critique, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux que sont TikTok, Insta et Spotify aussi si vous voulez écouter notre critique en version podcast. C'est possible, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et du coup, on va pouvoir démarrer. Thomas, c'est parti. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît, Oui. du film? Oui. La jeune fille à l'aiguille nous raconte l'histoire de Caroline, qui est une couturière, ouvrière au Danemark en 1918. Voilà, elle vit toute seule, son mari n'est jamais revenu de la guerre, alors qu'elle vient de se faire virer de son logement parce qu'elle n'arrive pas à payer. Elle commence à nouer un début de relation avec le patron de l'usine. Elle va tomber enceinte et ça va créer beaucoup de problèmes dans sa vie qui était déjà pas simple du tout. Très bien résumé. Voilà. Voilà, sans spoiler. Sans spoiler. C'est les 20 premières minutes. Sans spoiler, contrairement à la bande-annonce. Je vous en Oui. supplie, n'allez pas voir les trailers de ce super film qui en montre beaucoup trop. Voilà, donc la critique se fera, donc on n'a pas dit, mais essentiellement sans spoiler. Au pire, on vous préviendra. Du coup, Arsène, qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien, sachez qu'il faut aller voir ce
film parce que visuellement, il est assez impressionnant. Ça fait du bien quand t'as vu Minecraft et Blanche-Neige la semaine d'avant. Donc visuellement, le film en noir et blanc, 4 tiers, il reprend un peu l'esthétique des films de l'époque, des années 20-30, l'époque dans laquelle se déroule l'histoire. Bah, c'était 1918, mais voilà, c'est à peu près cette époque-là. Il y a un côté début 20e, cinéma un peu noir et blanc contrasté, tout ça. Donc il reprend cette esthétique-là, et il le fait très bien, que ce soit visuel, donc au niveau de l'éclairage, au niveau du cadrage, comment il va placer les personnages dans son cadre. Chaque plan raconte quelque chose, et on retrouve même des références cinématographiques, que ce soit du cinéma des Frères Lumière ou même du coup de l'expressionnisme allemand. Il y a même parfois des plans tableaux assez beaux et assez majestueux. Mais du coup, c'est un film qui raconte beaucoup par l'image, et c'est aussi un film du coup qui va avoir une dimension un peu expérimentale, horrifique, qui fait un peu mal. Du coup, c'est un film assez perturbant, parce que de par ces thèmes qu'il aborde, mais aussi par le visuel, et puis même le son, le travail du son qui est assez impressionnant. La musique aussi, qui veut être très, qui est très tordante, perturbante. Ouais, tordante, c'est ça, les violons très étranges. On sait même pas vraiment si c'est des violons, d'ailleurs. Des fois, j'ai juste l'impression que c'est des bruits de pelle qui creusent quelque chose, et c'est à la fois de mélange musique électronique, oui, c'est ça, il y a un truc un peu classique, peu étrange. Donc, il fait un truc organique avec des drôles de sons. C'est très curieux, mais donc, c'est très malaisant. Ouais, mais donc c'est un film qui a une dimension horrifique assez présente. L'intro du film, c'est un plan expérimental où on a une superposition de plusieurs visages, et tout le reste de l'écran est noir. Ça déforme les visages de façon très étrange, ça crée des monstres. Alors, le film se présente à nous, c'est genre bonjour, ça c'est moi, bienvenue, vous êtes prévenus quoi. Maintenant, force à vous. Et aussi, c'est un film qui parle de thèmes qu'on retrouve beaucoup dernièrement. Non, mais il le fait assez bien, et c'est notamment pour ça que le film est aussi perturbant. C'est pour ça qu'il est interdit au moins de 12 ans, par exemple, qu'il a quelque chose du film d'horreur, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est que le film est vraiment peut être très très cru et ardos sur ok, c'est une meuf pauvre au début du XXe siècle, elle va prendre cher de plein de façons différentes. Et le film va être très précis sur le sort qu'on réserve à des ouvriers ou à des ouvrières, en l'occurrence, qui ne peuvent plus travailler, comment on traite le corps des femmes, quelles sont les injonctions qui sont faites à toutes ces femmes qui doivent gagner leur vie tous les jours, qui se retrouvent à être mères sans forcément le vouloir, comment s'organisent des espèces de solidarité féminine dans ce genre de configuration sociale hyper violente. Jusqu'à la fin du film d'ailleurs. Mais tout le film est hyper intelligent sur ça. Moi, en fait, pour vous dire, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, entre guillemets, parce qu'il était projeté à l'étrange festival de l'année dernière, donc en septembre. J'avais vu un peu au pif, et ça m'avait déjà beaucoup retourné et beaucoup plu. Et en revoyant le film, je vois à quel point t'as plein de scènes qui parlent de ça, de maternité, de rapport mère-fille, de rapport patron-ouvrier. Et de paternité aussi un petit peu. Paternité aussi, mais même si c'est moins, mais un petit peu aussi. Et le film est très très fort et très très précis sur ça. C'est-à-dire qu'il arrive à la fois à être très critique, très brutal, vraiment vénère sur certains points, tu vois. Enfin, ça rend gauchiste de plein de façons, sans être caricatural ou simpliste. Il arrive à être très précis et à montrer de façon assez précise et complexe, quoi. C'est-à-dire comment ce genre de saloperie se déroule. Et le patron, voilà, on ne sait pas vraiment s'il l'exploite, il se sert d'elle, parce qu'il est attiré physiquement par elle. Je ne sais pas si pour lui c'est juste un objet sexuel, ou bien s'il veut nouer un peu plus qu'une relation sexuelle. Est-ce qu'il tombe vraiment amoureux. C'est des choses assez troubles. C'est ça. Que le film arrive plutôt bien à montrer. C'est-à-dire que, et on parle de patron, mais c'est vraiment que le début du film. Il y a d'autres personnages qui arrivent dans le film, il se passe plein d'autres choses, et le film arrive toujours à raconter des trucs très précis par des dialogues, alors même qu'il y a pas mal. Parfois je me disais, il y a des scènes un peu courtes qui vont un peu vite, mais toujours, même dans des scènes qui me paraissent courtes, il arrive toujours à caser des trucs très précis sur comment cette société s'organise, quoi. Comment ça fonctionne pour des gens qui vivent là-dedans, qui sont pris dans des rapports de domination complexes, et voilà, quoi. Le film est très très fort sur ça. Après voilà, on est très positif sur le film. Voilà, si on devait un peu nuancer, ça a éventuellement des petits problèmes de rythme. Il y a quelque chose, le film a l'air un peu trop long en termes de, c'est-à-dire qu'il y a un dernier quart
qui marche moins bien, et c'est pas forcément une question de scène moins bien que les autres, c'est un truc de rythme où on commence à trouver le temps long, on se lasse un peu du film. Et de son procédé aussi un peu, c'est-à-dire qu'il Aussi, ouais, il alterne entre un peu expérimentation, enfin test d'expérimentation, et puis tout le film est globalement une reproduction assez réaliste de l'époque. Oui, voilà. Et donc quelquefois il ajoute des éléments, des gros plans sur des yeux. Ou alors c'est une scène de cauchemar. C'est ça, une scène de cauchemar. Mais, donc le film, c'est pas toujours qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Parfois on finit par être un peu paumé, et du coup ça fait que des scènes marchent moins. Les scènes d'expérimentation sont un peu moins impactantes, malgré qu'elles sont impressionnantes visuellement, elles sont un peu moins impactantes que si le film avait duré peut-être 1h30, que c'était condensé comme un cauchemar étrange, quoi. Là, le film nous endort un peu, en fait. Il nous endort, et du coup, il nous maintient pas dans ce cauchemar. Alors que les acteurs, on l'a pas dit. Oui, les actrices sont vachement bien. On a même noté leur nom, tellement on les trouve stylés dans le film. Trine Dyrholm et Victoria Carmenson, qui joue Caroline, elles sont super bien dans le film. Trine Dyrholm, qui a commencé sa carrière aussi avec Winterberg. Oui, dans ça, Festen. Enfin, elle n'a pas commencé sa carrière dans ça, mais on la connaît elle de est ça connue aussi. de ça, et c'est une grande actrice danoise. Et effectivement, dans le film, elle est super. Mais oui, donc voilà, malgré ça, le film a quelque chose de particulier. En fait, je crois qu'il y a un truc sur la fin, on commence à un peu mieux voir les coutures peut-être, ou alors il y a un truc sur les effets qui marche plus. C'est quelque chose de... Genre d'un coup, il va se dire qu'il va tenter quelque chose d'un peu horrifique, il va intensifier un peu sur la musique, il va faire des jump cuts, parce que tel personnage prend de la morphine, et voilà, ça fait 1h45 qu'on est dans le film, et ce genre de scène, elle marche plus trop. Ou alors on commence à se dire que telle scène, là tu nous ressors la musique perturbante qui marchait si bien, mais la scène aurait été encore plus badante si t'avais pas mis de musique. Sur la fin, il y a ce genre de truc qui commence à apparaître. Mais bon, voilà, après voilà, genre sur la fin, on se rend compte que c'est pas toujours bien dosé, ce genre d'effet entre réalisme, un peu reconstitution historique. Alors qu'il n'y en a pas tant que ça non plus, c'est juste qu'il n'y en a pas tant que ça, tu vois. C'est des petits trucs suffisamment marquants visuellement pour qu'on s'en souvienne et que ça nous étonne un peu. Mais ouais, c'est juste que ça manque cet impact viscéral. Alors oui, en fait, c'est parce que le film est un peu enfermé avec le fait que il a des choses à raconter sur nos sociétés, tu vois. Oui. Donc il a envie de s'ancrer. C'est ça. Et donc il peut pas librement partir dans un rêve comme pouvait le faire Laurent. Je veux dire, il serait pas autant distribué que. Oui, s'il avait joué la carte vraiment de l'imaginaire et de rêve d'1h30, oui, ça aurait pas marché. Enfin bon, voilà, on pinaille, mais en vrai, le film est très très fort, quoi. Voilà, pour conclure, la notation du syndrome. Putain, quelle note mets-tu sur notre échelle, cher Thomas? Alors, quand bien même je fais pas du tout cette gueule-là dans la salle, je suis Margot Robbie tous les jours. Ça. Pareil en vrai, Margot Robbie. Le film n'est pas du tout aussi good vibes que ça, mais c'est techniquement, c'est vraiment un très bon film, quoi. C'est ça. Donc allez voir un très bon film au lieu de cette merde de Minecraft et de Blanche-Neige, s'il vous plaît. Parce que là, Minecraft a dépassé le 300 millions dans le monde. Enfin voilà, n'hésitez pas donc à nous suivre, à écouter nos critiques sur Spotify, à laisser en commentaire votre avis sur le film. Voilà. Et d'ici là, Thomas, je te laisse conclure. Écoutez, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous et... Ouais.